Chapitre 12. La magie noire dévoilée et démasquée. Un petit homme au melon jaune, troué et au nez framboise en forme de poire, pantalon à carreaux et souliers vernis, entra sur la scène des variétés, sur un banal vélo à 2 roues. Au son du foxtrot, il fit un tour, puis lança un cri de triomphe qui fit se cabrer son vélo. Après avoir fait un tour sur la seule roue arrière, le petit homme fit un saut périlleux, s'arrangeant pour dévisser dans le mouvement la roue avant et l'envoyer dans les coulisses. Et il continua à faire son tour, en pédalant avec les mains. Juché sur une grande perche métallique, à une roue surmontée d'une selle, une blonde replète en maillot et jupette semée d'étoiles d'argent se mit à tourner en rond. Quand il la croisait, le petit homme la saluait en criant et du bout du pied soulevait son chapeau melon. Enfin, un petit gosse d'environ 8 ans, à figure de vieillard, s'élança au milieu des adultes sur un vélo miniature auquel était fixé un énorme klaxon d'automobile. Après avoir accompli quelques boucles, toute la compagnie, sous le roulement inquiet des tambours de l'orchestre, arriva juste au bord de la scène et les spectateurs des premiers rangs, criant d'une seule voix, se rejetèrent en arrière parce que le public eut l'impression que le trio et les vélos avec allaient dégringoler dans l'orchestre. Mais les vélos s'arrêtèrent à l'instant précis où les roues avaient menacé de glisser dans l'abîme sur la tête des musiciens. Les cyclistes, dans un grand « hop !», sautèrent à bas de leur machine et saluèrent la jolie blonde envoyant au public des baisers aériens, tandis que le petit gosse actionnait comiquement son klaxon. Les applaudissements firent trembler le théâtre, un rideau bleu coulissa de part et d'autre de la scène et recouvrit les cyclistes, les lumières vertes portant l'inscription « Sortie » s'éteignirent au-dessus des portes, et des globes blancs s'allumèrent, comme un soleil dans la toile d'araignée des trapèzes sous la coupole. C'était l'entracte avant la dernière section. La seule personne que les miracles de la technique vélocipédiste de la famille Giuli laissaient totalement indifférente était Grigori Danilovitch Rimsky. Dans une solitude absolue, cloîtré dans son bureau, il mordait ses lèvres fines et un tic nerveux lui parcourait régulièrement le visage. À la disparition extraordinaire de Vitemalov venait de s'ajouter la disparition totalement imprévue de l'administrateur Ratafia. Rimsky savait où il était allé, mais il y était allé et n'était pas revenu. Rimsky haussait les épaules et se murmurait à lui-même « Mais pourquoi ?» Et chose étrange, pour un homme aussi plein de sens pratique que le directeur financier, rien n'aurait été plus simple, à l'évidence, que de téléphoner là où s'était rendu Ratafia et de se renseigner sur ce qui avait bien pu lui arriver. Et malgré tout, jusqu'à 10 heures du soir, il n'avait pas pu se résoudre à le faire. À 10 heures pourtant, au prix d'un grand effort sur lui-même, Rimsky décrocha le combiné et comprit que le téléphone était mort. Un coursier lui apprit que les autres téléphones de l'établissement étaient aussi tombés en panne. Cet événement, certes désagréable, mais pas surnaturel, bouleversa définitivement, allez savoir pourquoi, le directeur financier, et en même temps le réjouit. L'obligation de téléphoner tombait à l'eau. Au moment où la petite lampe rouge annonçant le début de l'entracte s'alluma et se mit à clignoter au-dessus de la tête du directeur financier, le portier entra et annonça que l'artiste étranger venait d'arriver. Le directeur financier, allait savoir pourquoi, tressaillit, et cette fois réellement plus sombre qu'un nuage d'orage, se dirigea vers les coulisses pour accueillir l'artiste en tournée du fait qu'il n'y avait personne d'autre pour l'accueillir. Depuis le couloir où retentissaient déjà les sonnettes d'appel, des curieux, sous toutes sortes de prétextes, venaient pointer leur nez dans la grande loge. Il y avait là les prestidigitateurs enturbanés et en peignoirs éclatants, un patineur en gilet de laine, un fantaisiste pâle de poudre et un maquilleur. La célébrité qui venait d'apparaître frappa chacun par son frac d'une coupe divine et d'une longueur invraisemblable et par le fait qu'elle s'était présentée avec un loup noir. Mais le plus étonnant étaient les 2 compagnons du mage noir, un long type à carreaux avec un pince-nez fendillé et un chat
gras et noir, qui, entrant dans la loge sur les pattes de derrière, s'était assis sur le divan de l'air le plus désinvolte, plissant les yeux vers les ampoules nues de la table de maquillage. Rimsky s'efforça de mimer un sourire, ce qui lui donna une expression aigre et méchante, et il salua le mage silencieux assis sur le divan à côté du chat. Il n'y eut pas de poignée de main. En revanche, le m'as-tu vu à carreaux se présenta de lui-même au directeur financier comme l'assistant à monsieur. Cette circonstance étonna le directeur financier, et là encore, d'une façon désagréable, le contrat ne disait absolument rien d'un quelconque assistant. Sur un ton sec et guindé, Grigori Danilovitch demanda à ce type à carreaux, qui lui tombait du ciel, où était le matériel de l'artiste. « Diamant céleste de notre cœur, très inestimable, monsieur le directeur financier, » répondit l'assistant du mage d'une voix de crécelle. « Notre matériel, on l'a toujours sur nous. Le voilà. 1, 2, 3. » Et faisant tourner devant les yeux de Rimsky des doigts noueux, il sortit brusquement de derrière l'oreille du chat la propre montre en or sur chaînette de Rimsky, laquelle montre se trouvait jusqu'alors dans la poche du gilet du directeur financier sous son veston boutonné, la chaînette attachée à une boutonnière. Rimsky porta instinctivement une main à son ventre, l'assistance fit un grand « Oh !» et le maquilleur, qui avait passé la tête par la porte, émit un grognement enthousiasmé. « Elle est à vous, la montre ? Je vous en prie !» dit le type à carreaux avec un sourire désinvolte, et de sa paume sale, il rendit son bien à un Rimsky égaré. « Vaut mieux pas s'asseoir près de lui dans le tramway » dit tout bas et joyeusement le fantaisiste au maquilleur. Mais le chat leur sortit un truc autrement plus fort que celui de la montre. Il se leva soudain du divan, et sur les pattes de derrière, s'approcha de la table de maquillage, déboucha de sa patte avant la carafe, se versa de l'eau dans un verre, la but, remit le bouchon à sa place et s'essuya les moustaches avec un tissu à démaquiller. Là, il n'y eut même plus de « Oh !» on resta juste bouche bée. Et le maquilleur chuchota exalté « La classe !» Le tintement inquiet de la sonnette résonna pour la 3e fois et tous, pleins d'excitation et ravis à la perspective d'un numéro intéressant, se ruèrent hors de la loge. 1 minute plus tard, les lampes s'étaient éteintes dans la salle. La rampe s'allumait, jetant des reflets rougeoyants sur le bas du rideau, et par la fente éclairée de ce rideau, le public vit paraître un homme gras, joyeux comme un enfant, le visage lisse, le frac fripé et la chemise défraîchie. C'était Georges Bengalski, conférencier connu de tout Moscou. « Et donc, citoyen, dit Bengalski, souriant de son sourire enfantin, vous allez voir paraître devant vous. » Ici, Bengalski s'interrompit et parla sur un autre ton. Je constate que l'assistance s'est encore accrue pour cette 3e partie. Nous avons aujourd'hui chez nous la moitié de la ville. Il y a quelques jours, je croise un ami et je lui dis « Pourquoi tu ne viens pas nous voir ?» Hier, nous avions la moitié de la ville. Et lui, il me répond « Moi, j'habite l'autre moitié. » Bengalski fit une pause, s'attendant à provoquer un éclat de rire, mais comme personne ne rit, il poursuivit. « Et donc, vous allez voir paraître devant vous le célèbre artiste étranger M. Volande pour une séance de magie noire. Bon, mais nous autres, n'est-ce pas, nous comprenons. » Et là, Bengalski sourit d'un sourire plein de sagesse, que c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, que ce n'est rien d'autre que de la superstition, mais le fait est que le maestro Volande maîtrise à la perfection l'art de l'illusion, ce qui apparaîtra dans la partie la plus intéressante, c'est-à-dire le moment du dévoilement de cette technique. Et puisque nous tous autant que nous sommes pour, et cette technique et son dévoilement, accueillons Monsieur Volande. Ces sonnettes prononcées, Bengalski joignit ses 2 paumes et se mit à les agiter en signe de salut vers la fente du rideau, et celui-ci, bruissant légèrement, s'ouvrit des 2 côtés. L'entrée du mage, suivie de son échalas d'assistants et de son chat qui avançait en scène sur ses 2 pattes arrière, plut beaucoup au public. « Un fauteuil !» ordonna Volande sans élever le ton, et à la seconde même, on ne sait d'où, apparut sur scène
un fauteuil dans lequel le mage prit place. « Dis-moi, aimable Fagotte, » s'enquit Volande auprès du voyou à carreaux qui visiblement portait un autre nom en plus de celui de Korofiev. « Qu'en penses-tu ? La population moscovite a considérablement changé, n'est-ce pas ?» Le mage laissa courir son regard sur un public que l'apparition du fauteuil dans l'air vide avait soudain laissé bouche bée. « Absolument, messire, » répondit sur le même ton Fagotte Korofiev. « Tu as raison. Les citadins ont beaucoup changé. Extérieurement, veux-je dire, comme la ville elle-même d'ailleurs. Les vêtements, ça va de soi. Mais sont apparus ces... comment ça s'appelle? Tramway? Ces automobiles? Ces autobus? Souffla Fagotte avec déférence. Le public suivait attentivement cette conversation, supposant qu'elle servait de prélude à des tours de magie. Les coulisses étaient bondées d'artistes et de machinistes, et au milieu de ces visages on voyait celui de Rimsky, anxieux et pâle. La mine de Bengalski, qui s'était réfugié dans un coin de la scène, commença à trahir une certaine surprise. Il fronça légèrement les sourcils et, profitant d'une pause, reprit la parole. L'artiste étranger exprime son enthousiasme devant Moscou, devant ses progrès techniques et aussi devant les moscovites. Ici, Bengalski sourit 2 fois, d'abord pour le parterre et ensuite pour les galeries. Volande, Fagotte et le chat tournèrent la tête vers le conférencier. « Parce que j'ai exprimé de l'enthousiasme ?» demanda le mage à Fagotte. « Pas du tout, messire. Vous n'avez exprimé aucun enthousiasme, » répondit celui-ci. « Mais que dit donc cet homme alors ?»« Bah, c'est tout simple. Il ment !» déclara d'une voix sonore pour tout le théâtre l'assistant à carreaux, et s'adressant à Bengalski, il ajouta « Bravo pour le mensonge, citoyen !» De petits rires jaillirent dans les galeries, tandis que Bengalski tressaillait, écarquillant les yeux. « Bah, bien sûr, je m'intéresse moins aux autobus, au téléphone, à tous ces... »« Pareil !» souffla le type à carreaux. « Absolument, merci, » disait le mage d'une voix de basse caverneuse, « qu'à une question beaucoup plus importante. Ces citadins ont-ils changé intérieurement ?» « Oui, monsieur, cette question est autrement plus importante. » En coulisses, on échangeait des regards et on haussait les épaules. Bengalski restait là, tout rouge, et Rimsky était blême. Mais c'est là, comme s'il devinait l'inquiétude qui montait, que le mage dit « N'empêche, nous parlons trop, cher Fagotte, et le public commence à s'ennuyer. Montre-nous, pour commencer, quelque chose de simple. » La salle remua, soulagée. Fagotte et le chat se placèrent chacun à une extrémité de la rampe. Fagotte claqua des doigts et cria d'une voix vive « 3, 4 !» Il attrapa dans l'air un jeu de cartes, le battit et l'envoya tel un ruban au chat. Le chat saisit ce ruban et le renvoya. Le serpent moiré froissa les airs. Fagotte ouvrit la bouche comme un oisillon et, carte après carte, il l'engloutit. Après cela, le chat fit une révérence en ramenant en arrière sa patte droite, ce qui provoqua un tonnerre d'applaudissements. « La classe ! La classe !» criait-on avec enthousiasme en coulisses. Mais Fagotte pointa le doigt vers le parterre et déclara « Le jeu de cartes, en ce moment, très honorable citoyen, se trouve au 7e rang chez le citoyen Porchevski, entre un billet de 3 roubles et une convocation au tribunal pour non-paiement de sa pension alimentaire à la citoyenne Selkova. » Il y eut un mouvement dans le parterre. Des spectateurs commencèrent à se lever et, finalement, on vit un citoyen qui, de fait, s'appelait Parchevski et qui, tout rouge de stupeur, sortit le jeu de cartes de son portefeuille et se mit à l'agiter dans l'air sans savoir qu'en faire. « Gardez-le en souvenir !» cria Fagotte. « Ce n'est pas pour rien quand même que vous avez dit hier au dîner que, sans le poker, la vie à Moscou vous serait totalement insupportable. »« Un vieux truc !» fit une voix au poulailler. « Ce type dans le parterre, il est de votre bande. À vous penser !» hurla Fagotte, glissant les yeux vers le poulailler.
Dans ce cas, vous êtes de notre bande, vous aussi, parce que ce jeu de cartes se trouve dans votre poche. » On s'agita au poulailler et l'on entendit une voix joyeuse. « Oh, c'est vrai! C'est lui qui l'a! Ici! Attends! Mais c'est des roubles !» Les spectateurs du parterre se retournèrent. Au poulailler, un citoyen, l'air égaré, avait découvert dans sa poche une liasse empaquetée, comme font les banques, avec cette inscription « 1000 roubles ». Ses voisins fondirent sur lui, tandis que lui, hébété, il grattait l'enveloppe avec son ongle pour essayer de voir si ces roubles étaient vrais ou s'ils étaient, allez savoir, magiques. « Sans blague! Mais c'est des vrais! Des billets de 10 !» criaient des voix ravies dans la galerie. « À moi aussi, faites-moi un tour avec ce jeu de cartes !» s'exclama joyeusement un gros homme au milieu du parterre. « With pleasure !» répliqua Fagot. « Mais pourquoi vous seul? Tout le monde y trouvera son bonheur. » Et il commanda. « Je vous prie de lever les yeux. Et un pistolet apparut dans sa main et il cria. Et 2. Il pointa le pistolet vers le plafond et il cria. Et 3. Un éclair, un grondement de tonnerre, et à l'instant de sous la coupole, voltigeant entre les trapèzes des papiers blancs se mirent à descendre dans la salle. Ils tournoyaient, ils glissaient vers les coins, restaient coincés dans les galeries, repoussés dans l'orchestre et sur la scène. Quelques secondes, et cette pluie d'argent, toujours plus drue, atteignait les fauteuils, et les spectateurs se lançaient sur les billets. Des centaines de mains se levaient. Les spectateurs regardaient la scène illuminée à travers une pluie de billets et découvraient les filigranes les plus sûres et les plus authentique. L'odeur non plus ne laissait aucun doute. Cette odeur, si douce qu'elle est incomparable, de l'argent qu'on vient juste d'imprimer. Le théâtre fut d'abord saisi par la gaieté, puis par la stupeur. Partout résonnaient les mots « Des billets de 10 ! Des billets de 10 !» On entendait des « Ah !» et des rires joyeux. Certains étaient déjà à 4 pattes dans l'allée centrale, fouillaient sous les fauteuils. D'autres, debout sur leur siège, essayaient d'attraper les coupures virevoltantes, capricieuses. La stupeur se lut peu à peu sur le visage de la milice, tandis que des artistes, sans la moindre gêne, commençaient à sortir des coulisses. On entendit une voix au premier balcon. « Celle-là, tu la laisses, elle est à moi, c'est vers moi qu'elle volait !» Suivie d'une autre. « Pousse pas, tu vas voir si je te pousse, moi !» Et soudain, on entendit une claque. Aussitôt, le casque d'un milicien surgit au premier balcon et quelqu'un fut emmené. Bref, l'excitation grandissait et nul ne sait ce qui s'en serait suivi si Fagot n'avait pas arrêté la pluie d'argent en soufflant soudain dans le vide. De jeunes gens qui avaient échangé des regards joyeux et complices se levèrent et se dirigèrent droit vers le buffet. Une rumeur grandissante montait dans le théâtre. Tous les regards des spectateurs brillaient d'excitation. Non, on ne sait pas ce qui s'en serait suivi si Bengelsky n'avait pas trouvé la force d'intervenir. S'efforçant de se maîtriser le plus possible, il se frotta les mains selon son habitude et de sa voix la plus sonore, il dit « Eh bien, citoyens, ce que nous venons de voir, vous et moi, c'est ce qu'on appelle un cas d'hypnose collective. Une expérience strictement scientifique qui prouve, on ne peut mieux, que les miracles et la magie n'existent pas. Prions donc le maestro Voland de nous dévoiler la teneur de l'expérience. À présent, citoyens, vous allez voir comment ces coupures, ces pseudo-billets de banque, vont disparaître aussi soudainement qu'elles nous sont apparues. » Là, il se mit à applaudir, mais dans une solitude totale. Et si son visage affichait un sourire plein d'assurance, ses yeux, cette assurance, ils n'en montraient pas trace. Ils imploraient, plutôt. Le public détesta le discours de Bengelsky. Il se fit un silence absolu qu'interrompit le fagot à carreaux. « Là encore, un cas de ce qu'on appelle mensonge, » ajouta-t-il de son retentissant ténor caprin. « Les billets citoyens, c'est des vrais. » « Bravo !» lança une basse quelque part dans les hauteurs. « Je veux dire que celui-là, » et Fagot désigna Bengelsky, « il me saoule. Il intervient à tort et à travers. Il nous gâche la séance par des déclarations sans fondement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de lui ? Qu'on lui arrache la tête !» dit une voix dure au poulailler. « Qu'est-ce que vous dites, hein ?» répondit tout de suite Fagot, en écho à cette proposition monstrueuse. «
qu'on lui arrache la tête? Ouais, c'est une idée. Behemoth, cria-t-il au chat. Au boulot! Et ein, zwei, drei! Et il se produisit une chose inouïe. Les poils du chat noir se hérissèrent, et il poussa un miaulement déchirant. Ensuite, il se mit en boule et, comme une panthère, bondit droit sur la poitrine de Bengalski, et de là sur sa tête. Avec un feulement du fond de la gorge, le chat s'accrocha de ses pattes charnues à la maigre tignasse du conférencier, et avec un hurlement sauvage, en 2 tours, il sépara la tête et le cou musculeux. Les 2500 personnes présentes dans le théâtre n'eurent qu'un cri. Le sang, giclant en fontaine, des artères déchirées du cou, jaillit vers les hauteurs et inonda la chemise et le frac. Le corps sans tête se mit à agiter les jambes d'une manière grotesque et il s'assit par terre. Des femmes dans la salle poussèrent des cris hystériques. Le chat remit la tête à Fagoth, celui-ci la souleva par les cheveux, la montra au public, et cette tête lança au public un cri désespéré. « Un docteur !»« Tu vas continuer à raconter tes bobards ?» demanda d'une voix terrible Fagoth à la tête qui pleurait. « Non, plus jamais !» râla la tête. « Au nom du ciel, arrêtez de le torturer !» cria soudain venue d'une loge une voix féminine, et le mage tourna la tête vers cette voix. « Mais alors quoi, citoyen? On lui pardonne ?» demanda Fagoth s'adressant à la salle. « On pardonne !»« On pardonne !» crièrent d'abord quelques voix isolées, essentiellement féminines. Puis toutes se fondirent en un seul chœur avec les voix des hommes. « Quels sont vos ordres, messire ?» demanda Fagoth au personnage masqué. « Ma foi, » répondit pensivement celui-ci, « ce sont des gens normaux. Ils aiment l'argent, mais ça, c'est depuis toujours. L'humanité aime l'argent sous toutes ses formes. Le parchemin, le papier, le bronze ou l'or. Mais bon, ils sont inconséquents, ma foi. Ils sont même parfois un petit peu charitables. Des gens normaux. Dans l'ensemble, ils me rappellent ceux d'avant. C'est la question du logement qui les a abîmés. » Et d'une voix sonore, il ordonna « Remettez la tête !» Le chat, essayant de visser le mieux possible, appliqua la tête sur le cou, et elle se remit exactement à sa place, comme si elle ne l'avait jamais quitté, et surtout, il ne resta pas même une cicatrice sur le cou. Le chat épousseta de la patte le frac et le plastron de Bengalski, et les taches de sang disparurent. Fagoth souleva Bengalski et le remit debout, lui fourra dans la poche une liasse de billets de banque, et le chassa de la scène avec ces mots « Du balai! On s'amuse mieux sans vous !» Chancelant, jetant à la ronde des regards ahuris, le conférencier parvint à grand-peine jusqu'au poste des pompiers, où il eut un malaise. Il cria d'une voix plaintive « Ma tête! Ma tête !» Plusieurs personnes, dont Rimsky, se précipitèrent vers lui. Le conférencier pleurait, essayant d'attraper quelque chose dans l'air. Il marmonnait « Rendez-moi ma tête, rendez-la-moi. Prenez l'appartement, prenez les tableaux, mais rendez-moi ma tête. » Un coursier courut chercher un médecin. On essaya d'allonger Bengalski sur un divan, dans une loge, mais il se débattit, eut un accès de furie. Il fallut appeler l'ambulance. Une fois le malheureux conférencier emmené, Rimsky courut à nouveau vers la scène et y vit de nouveaux prodiges. Oui, à propos, le fait est qu'à ce moment-là, ou peut-être un peu avant, le mage, en même temps que son fauteuil déteint, avait disparu de la scène, et il faut ajouter que le public ne l'avait absolument pas remarqué, captivé qu'il était par ces choses extraordinaires que Fagoth avait déployées sur la scène. Or, Fagoth, une fois mis dehors le malheureux conférencier, avait déclaré au public « Bon, maintenant qu'on a viré ce casse-pied, ouvrons un magasin pour dames. » Et à l'instant, la scène se couvrait de tapis persans, surgirent d'immenses miroirs éclairés sur les côtés par de petits tubes verdâtres, et entre les miroirs des vitrines, dans lesquelles les spectateurs virent, non sans une stupeur ravie, des robes de dames de tous les coloris à la mode de Paris. Cela dans certaines vitrines. Dans d'autres, apparurent des centaines de chapeaux de dames, avec plumes ou sans plumes, avec broches ou sans broches, des centaines de souliers, noirs, blancs, jaunes, des souliers de cuir, en velours, en daim, à brides, à pierreries.
Au milieu des chaussures apparurent des flacons de parfum, des montagnes de sacs en peau d'antilope, en daim, en soie, au milieu des monceaux de ces longs petits étuis en or ciselé qui contiennent du rouge à lèvres. Une fille rousse, venue d'on ne sait où, et vêtue d'une robe de soirée de couleur noire, une fille qui aurait été tout ce qu'il y a de bien sans la cicatrice compliquée qu'elle avait au cou, surgit près des vitrines avec un sourire de propriétaire. Fagotte, non sans un petit ricanement amical, annonça que la maison procédait à un échange totalement gracieux des vieilles robes et chaussures de dames contre des modèles de Paris et des souliers, eux aussi de Paris. Et il fit la même annonce au sujet des sacs et de tout le reste. Le chat, debout sur ses pattes de derrière, fit la révérence, alors que celle de devant mimait ces gestes que font les Suisses quand ils ouvrent une porte. La fille, d'une voix certes un peu rauque mais douce, se mit à chanter, en grasseyant quelque chose de pas clair, mais, à voir les visages féminins du parterre, de tout à fait séduisant. Guerlain, Chanel numéro 5, Mitsuko, Narcisse noir, robe du soir, robe de cocktail. Fagotte se confondait en courbettes. Le chat s'inclinait, la fille ouvrait les vitrines de verre. « Je vous en prie !» hurlait Fagotte. « Sans façon, sans cérémonie !» Le public s'agitait, mais personne n'osait encore monter sur scène. Finalement, une brunette se leva du 10e rang du parterre et, montrant que, n'est-ce pas, elle faisait ça comme ça et en général n'en avait rien à fiche, elle passa par une travée latérale et monta sur scène. « Bravo !» s'écria Fagotte. « Bienvenue à notre première visiteuse. Behemoth, un fauteuil. Commençons par les souliers, madame. » La brunette s'assit dans un fauteuil et Fagotte fit aussitôt rouler devant elle, sur le tapis, tout un monceau de souliers. La brunette ôta son soulier droit, essaya un soulier lilas, tapota un peu du pied sur le tapis, examina le talon. « Ils ne sont pas trop étroits ?» demanda-t-elle pensivement. À cela, Fagotte s'exclama d'un air vexé. « Voyons, voyons !» Et même le chat miaula sous l'insulte. « Je prends cette paire, monsieur, » dit la brunette avec dignité, en passant son 2e soulier. Les vieux souliers de la brunette furent jetés derrière un rideau, derrière lequel elle se rendit elle-même, suivie de la fille rousse et d'un Fagotte portant sur ses épaules quelques modèles de robes. Le chat s'agitait, s'efforçait d'aider, et pour se donner encore plus d'importance, il s'était pendu au cou un mètre ruban. 1 minute plus tard, la brunette sortait de derrière le rideau, vêtue d'une robe telle que tout le parterre fut parcouru d'un soupir. La femme courageuse, étonnamment embellie, se plaça devant une glace, fit bouger ses épaules dénudées, toucha ses cheveux sur sa nuque et se déhancha pour essayer de se voir de dos. « La maison vous prie d'accepter ceci en souvenir, » dit Fagotte, et il tendit à la brunette un flacon dans un écrin ouvert. « Merci, » répondit la brunette sur un ton hautain, et elle redescendit les marches jusqu'au parterre. Pendant qu'elle marchait, des spectateurs bondissaient de leur siège juste pour toucher l'écrin. Alors, ce fut une véritable explosion. Et de tous côtés, les femmes se dirigèrent vers la scène. Au milieu des conversations surexcitées, des petits rires et des soupirs. On entendit une voix d'homme « Je ne te permets pas !» et une voix féminine « Despote et petit bourgeois, vous allez me casser le bras !» Les femmes disparaissaient derrière le rideau, s'y délestaient de leurs robes et en ressortaient avec des robes neuves. Assises sur des tabourets à pieds dorés, toute une rangée de dames chaussées de neuf tapotait énergiquement du pied sur le tapis. Fagotte s'agenouillait, jouait du chausse-pied métallique, le chat, croulant sous une masse de sacs et de souliers, allait et venait de la vitrine au tabouret, la fille au cou balafré disparaissait et réapparaissait, et vint le moment où elle ne s'exprima plus qu'en français. La chose surprenante étant que toutes les femmes la comprenaient à demi-mot, même celles qui ne connaissaient pas un seul mot de français. Un homme provoqua la stupeur générale quand il monta sur scène. Il déclara que son épouse avait la grippe, et c'était pourquoi il demandait qu'on lui fasse parvenir quelque chose par son intermédiaire. Pour prouver qu'il était réellement marié, le citoyen était prêt à montrer son passeport. La déclaration de l'époux attentionné provoqua un éclat de rire général. Fagotte brailla qu'il lui faisait confiance comme à lui-même, même sans passeport, et il remit au citoyen 2 paires de bas de soie, auxquels le chat ajouta un étui de rouge à lèvres.
Des retardataires se précipitaient sur scène. On voyait descendre de la scène des bienheureuses en robe de bal, en pyjama à dragons, en costume de ville strict coiffés de petits chapeaux enfoncés juste sur un sourcil. Et puis Fagot déclara que, vu l'heure tardive, le magasin allait fermer jusqu'au lendemain soir dans exactement 1 minute. Et une cohue indescriptible envahit la scène. Les femmes saisissaient des souliers à la hâte sans le moindre essayage. L'une d'elles, en ouragan, se rua derrière le rideau, y jeta son tailleur et s'empara de la première chose qu'elle put saisir, un peignoir de soie à bouquet gigantesque, et eut en outre le temps de rafler 2 étuis de parfum. 1 minute plus tard exactement résonna un coup de pistolet. Les miroirs disparurent, les vitrines et les tabourets s'évaporèrent, le tapis fondit dans les airs ainsi que le rideau. Les derniers à disparaître furent les monceaux gigantesques de vieilles robes et de vieux souliers, et la scène redevint sévère, vide et nue. Et là, un nouveau personnage se mêla de la chose. Un baryton agréable, sonore et très insistant, retentit dans la loge numéro 2. « Il serait quand même souhaitable, citoyens, artistes, que vous dévoiliez sans tarder devant les spectateurs la technique de ces tours, et d'abord du tour au billet de banque. Le retour du conférencier serait lui aussi souhaitable. Son destin est source d'inquiétude pour les spectateurs. » Le baryton était celui de l'invité d'honneur de la soirée, Arkady Apollonovitch Simpleyarov, président de la commission d'acoustique des théâtres de Moscou. Arkady Apollonovitch siégeait dans sa loge en compagnie de 2 dames, l'une d'un certain âge, vêtue d'une toilette coûteuse du dernier chic, l'autre, toute jeune et toute jolie, vêtue plus simplement. La première, comme on l'apprit peu après, pendant la rédaction du procès-verbal, était l'épouse d'Arkady Apollonovitch, l'autre étant une lointaine parente, actrice débutante et pleine d'avenir, qui venait de Saratov et habitait le même appartement qu'Arkady Apollonovitch et son épouse. « Pardon !» répondit Fagot. « Je m'excuse. Il n'y a rien à dévoiler ici. Tout est clair. » « Non, excusez-moi. Le dévoilement est absolument indispensable. Sans cela, vos numéros si brillants laisseront une impression pénible. La masse des spectateurs exige une explication. »« La masse des spectateurs !» fit le voyou impudent, interrompant Simpleyarov. « J'ai l'impression qu'elle n'a rien demandé. Mais compte tenu de votre très respectable désir, Arkady Apollonovitch, soit, je vais dévoiler. Mais dans ce but, m'autoriserez-vous encore un tout petit numéro ? » « Mais pourquoi pas ?» répondit Arkady Apollonovitch avec condescendance. « Mais qu'on dévoile, sans faute !»« À vos ordres, à vos ordres !» Et donc, permettez-moi de vous demander... Où étiez-vous hier soir, Arkady Apollonovitch ? À cette question inappropriée et pour tout dire malséante, le visage d'Arkady Apollonovitch changea, et il changea même nettement. Arkady Apollonovitch était hier soir à une réunion de la commission d'acoustique, dit l'épouse d'Arkady Apollonovitch, avec hauteur, mais je ne vois pas quel rapport il y a avec la magie. Oui, madame, opina Fagot. Naturellement que vous ne voyez pas. Quant à la réunion, vous faites totalement erreur. Après être sorti pour se rendre à cette réunion, laquelle, je le dis en passant, n'avait nullement lieu hier, Arkady Apollonovitch a donné congé à son chauffeur devant le bâtiment de la commission d'acoustique aux étangs purs. Ici, tout le théâtre fit silence. Et quant à lui, en autobus, il est allé rue Elokovskaya rendre visite à une artiste d'un théâtre itinérant, Militsa Andreevna Pokobatko, auprès de laquelle il a passé près de 4 heures. « Oh !» s'exclama une voix douloureuse dans le silence le plus total. Quant à la jeune parente d'Arkady Apollonovitch, soudain, elle éclata d'un rire grave et terrifiant. « Tout est clair !» s'exclama-t-elle. « Depuis le temps que je le soupçonnais. Maintenant, je comprends pourquoi cette nullité a eu le rôle de Louise. » Et prenant un élan brusque de sa courte et grosse ombrelle violette, elle asséna un coup sur la tête d'Arkady Apollonovitch. Quant au vil Fagot, alias Korofiev, il s'écria « Voilà, très honorable citoyen, un exemple de ce dévoilement que réclamait Arkady Apollonovitch avec une telle insistance. »« Comment oses-tu, sale chipie ?
Touchez à Arkady Apollonovitch !» demanda d'une voix lourde de menace l'épouse d'Arkady Apollonovitch, se dressant dans sa loge de toute sa taille de géante. Un deuxième accès de rire satanique s'empara de la jeune parente. « S'il y a quelqu'un, répondit-elle dans un grand rire, qui ose le toucher, c'est moi !» Et pour la deuxième fois, on entendit le choc sec de l'ombrelle qui rebondissait sur la tête d'Arkady Apollonovitch. « La milice! Arrêtez-la !» cria l'épouse Simpleyarova, d'une voix si terrible que nombreux furent ceux qui se sentirent le cœur glacé. Et là, en plus, c'est le chat qui bondit vers la rampe et qui lança d'une voix humaine qu'on entendit dans tout le théâtre « La séance est finie, maestro ! Balancez-moi une marche !» Le chef d'orchestre à moitié hébété, sans se rendre compte de ce qu'il faisait, leva sa baguette et l'orchestre se mit non pas à jouer, non pas à tonner, non pas même à envoyer, mais réellement, selon l'expression grossière du chat, à balancer une espèce de marche invraisemblable qui ne ressemblait à rien tellement elle était impudente. Et un moment, on eut l'impression d'entendre, sous les étoiles du sud, dans un café-concert, les mots obscurs, quasi aveugles, mais paillards de cette marche. Le duc aimait les belles et les petits oiseaux qu'il prenait sous son aile au sortir du berceau. Ou peut-être que ce n'étaient pas ces mots-là, peut-être qu'il y en avait d'autres sur la même musique, mais obscènes au possible. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'après cela, les variétés se transformèrent en une véritable Babylone. La milice accourut vers la loge des Simpleyarov, les curieux s'amassaient vers les gradins, on entendait des éclats de rire sataniques, des cris farouches assourdis par l'or tonitruant des cymbales de l'orchestre. Et l'on voyait que la scène s'était soudain vidée, et que Fagot, l'escamoteur, et ce matou impudent, Béhémoth, s'étaient fondus dans l'air. Ils avaient disparu. Comme auparavant avait disparu le mage dans son fauteuil au tissu d'étain.